Dans une crise économique sans précédent, les ultimes principes de moralité des affaires disparurent. Il y eut scandale sur scandale. Et dans tous, on trouve comme instrument de corruption le juif. La France, moitié moins peuplée que l'Allemagne, fut jetée contre celle-ci. L'armée française, munie d'un matériel périmé, mal entraîné, reçut le choc de la force allemande, dont on mesure aujourd'hui l'ampleur et l'efficacité. La guerre provient à la fois de cet aveuglement en politique extérieure et d'un besoin de diversion devant l'impuissance où se trouvait le régime de conjurer une crise à la fois sociale et morale de plus en plus grave. Et la France fit la guerre que voulaient les juifs internationaux et les marxistes. Ce fut la défaite qui fit apparaître la ruine de toute l'armature de la société bourgeoise et républicaine. L'ancien Parlement le sentait si bien qu'il abdiqua. Pour la première fois depuis longtemps, le maréchal incarnait un pouvoir qui se déclara responsable devant l'histoire. Voulant écarter les oligarchies capitalistes et parlementaires, il fit appel au peuple de France tel qu'il le connut en son plus haut moment, à Verdun. Il fit appel aux anciens combattants, à ses légionnaires. Parmi les centaines de milliers de légionnaires, des anciens et des jeunes décidèrent de se donner entièrement aux tâches les plus dangereuses pour faire face à l'intérieur du pays à tous les périls qui le menacent encore. Leurs armes sont la discipline et l'esprit de sacrifice. La discipline, d'où leur hiérarchie et leur uniforme. L'esprit de sacrifice, d'où leur serment. Sorti du plus profond de son peuple, chair de sa chair, vous aurez l'honneur de servir chaque jour, obscurément, dans la tâche quotidienne du redressement français, de servir dans les tâches dures mais glorieuses que l'avenir et le chef pourront vous réserver, de donner peut-être votre sang, votre vie, avec pour seule récompense la joie d'avoir servi. À genoux! Je m'engage sur l'honneur à servir la France et le maréchal Pétain, chef de la Légion, à consacrer toutes mes forces, à faire triompher la révolution nationale et son idéal, suivant les ordres de mes chefs et la discipline librement acceptée du SOL. SOL, debout! À leur tête, Joseph Darnan, héros des deux guerres, intransigeant militant d'entre les deux guerres, symbole du courage militaire et civique, chef aimé et animateur infatigable. Mais en même temps que se constituaient ces forces saines, les forces mauvaises responsables des malheurs du pays relevaient la tête. Le grand capitalisme a toujours partie liée avec les trusts internationaux, dont la rage destructrice ordonna dès le lendemain de notre défaite toutes les entreprises destinées à nous priver de notre empire et de ce qui restait sa sauvegarde. Mers el-Kébir ouvrait la page tragique de cette lutte implacable, au cours de laquelle tant de Français tombèrent sous les coups d'un ex-allié uniquement préoccupé de s'assurer à bon compte des gages pour un avenir incertain. Les fluctuations des combats encouragent les communistes, qui n'ont pas cessé de poursuivre leur rêve d'hégémonie et de destruction.
le Parti communiste illégal multiplie partout ses responsables. Pour arriver à leur fin, les communistes revêtent tous les masques. Ils se servent du patriotisme contre la France, du nationalisme pour détruire la nation, de l'amour de la liberté pour instaurer la dictature rouge. Face à ces dangers de désagrégation et de mort, la France, sans armée ni marine, ne doit pas, pour son honneur comme pour sa sécurité, compter sur le bras de l'étranger. La milice française a pour première tâche de sauver la France du bolchevisme. La milice a trouvé naissance dans le cadre restreint mais fort du SOL, issu de la nécessité de créer dans le pays le plus rapidement possible une véritable puissance révolutionnaire dont la force soit fondée sur la qualité de ses membres et leur unité absolue de politique. La milice est contre l'égoïsme bourgeois pour la solidarité française, contre la tutelle de l'argent pour la primauté du travail. Dès sa naissance, elle poursuit les trafiquants du marché noir, générateurs d'inégalités sociales et de haine. À Lyon, elle saisit une tonne de café qui est immédiatement répartie entre les comités sociaux des petites entreprises. À Marseille, la milice s'attaque à la misère, à la famine, car elle sait que les travailleurs ne consentiront à donner leur adhésion à la Révolution nationale que lorsqu'ils en auront matériellement éprouvé les bienfaits. Chaque semaine, les camions de la milice apportent à la grande cité phocéenne les tonnes de ravitaillement qui lui manquent. À travers la campagne provençale, il recueille les légumes qui risqueraient, faute de transport, de pourrir sur place, pour les répartir immédiatement parmi la population de Marseille. Ces hommes, que leur chef passe en revue, savent qu'en nourrissant le peuple, ils luttent contre l'anarchie pour la discipline, contre le scepticisme pour la foi, contre la routine pour l'esprit d'initiative. Partout où il y a danger, la milice accourt. Ses francs-gardes, les élèves de ces écoles de cadres, se dépensent sans compter au risque de leur vie dans les cités bombardées et meurtries par l'aviation anglo-américaine. Et après avoir participé aux travaux de sauvetage dans Nantes sinistrée, le président Laval pouvait leur écrire « Les unités de la franc-garde permanente de la milice française ont fait preuve au cours de ces missions d'un sang-froid, d'un courage et d'un mépris du danger qui leur valent la reconnaissance de la population de Nantes et ont provoqué l'admiration générale. » La milice combat la dissidence gaulliste pour l'unité française. Les miliciens de Tunisie, unis aux membres de la Légion des volontaires français, ont prouvé que seule la foi politique permet aux hommes qui en sont armés d'aller jusqu'au suprême sacrifice.
Le suprême sacrifice, d'autres miliciens ont accepté de le faire lorsqu'ils ont entrepris la lutte contre le bolchevisme pour le nationalisme. Combien d'entre eux sont déjà tombés sous les coups conjugués des excitations à la haine par les radios étrangères et des assassins à la solde de Moscou? Ils seront vengés. Mais rien n'empêchera la milice de vivre. Dans ces écoles, où les sessions se succèdent, des cadres nouveaux reçoivent la formation morale, politique et administrative qui les rendra capables de constituer l'armature de l'État nouveau. Et lorsqu'au soir d'une journée de labeur, les couleurs descendent dans le ciel du Dauphiné, l'appel des morts rappelle à tous la grandeur du travail, la vertu de l'effort et la valeur du don de soi. Gosse. Présent. Lancourt. Présent. Lacroix. Présent. Borelli. Présent. Berthelot. Présent. Valère. Présent. Ainsi vit la milice française. Ces quelques images ne vous ont dévoilé que certaines de ses activités. Elles sont cependant le témoignage d'une ferme volonté au service d'une idée forte consolidée par une foi inébranlable. Il serait vain, a dit Joseph Darnan, de dénombrer toutes les causes de troubles et de désordre. Un danger domine tous les autres, le bolchevisme. Contre le bolchevisme, la milice française.